Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Au programme, l'actualité avec l'inauguration du tout premier pas de tir destiné aux mini-fusées en Europe. Les vœux du président du CNES cette semaine qui en profite pour se montrer plutôt prudent quant au lancement d'Ariane 6 en 2023. Starship qui parade sur son pas de tir et puis un call actu dédié cette semaine à Loft Orbital qui faisait partie des entreprises propulsées en orbite par SpaceX la semaine dernière. Dans votre talk, on parle IoT spatial ou comment connecter nos objets directement aux satellites en orbite autour de la Terre. Nous aurons en plateau et à distance les CEO de Turnwaves et Kineis avec nous pour répondre à toutes nos questions. Voilà pour le programme. Direction la Suède pour commencer cette émission. Un nouveau pas de tir en Suède, au-delà du cercle polaire. Le roi de Suède, son Premier ministre, la présidente de la Commission européenne, s'était donné un rendez-vous vendredi dernier pour inaugurer le premier pas de tir dédié aux mini-fusées sur le territoire européen. Situé sur le site spatial suédois d'Esrange, à 200 km seulement du cercle polaire, des mini-fusées pourront bientôt envoyer des satellites de moins d'une tonne dans l'espace. Une quinzaine de sports spatiaux sont aujourd'hui en développement sur le vieux continent pour répondre à la multiplication attendue de mini-satellites à envoyer dans l'espace. Le CNES se montre prudent sur la date du premier vol d'Ariane 6. Le vol inaugural de la fusée Ariane 6 aura lieu probablement fin 2023, mais il y aurait, je cite, des aléas possible dans les mois qui viennent en cas de problème découvert lors des essais combinés. C'est en tout cas ce qu'a prévenu le président du CNES, Philippe Baptiste, en présentant ses vœux à la presse cette semaine. Les essais combinés, pour rappel, vont tester la fusée sur son nouveau pas de tir, construit pour quelques 800 millions d'euros à Kourou, en Guyane. Le président du CNES ajoute qu'il n'y a rien de constructif à tenir un autre discours que ce discours de vérité technique. Pour rappel encore, la fusée Ariane 6 aurait dû décoller il y a déjà plusieurs mois. Autre actualité, le 9 janvier dernier, SpaceX a hissé un exemplaire de son vaisseau Starship, le SN-24, au sommet d'un exemplaire de son booster géant, le Super Heavy. C'est la troisième fois depuis août 2021 que l'on peut voir assembler les deux segments qui forment la plus grande fusée du monde, haute de 120 mètres. Sur la table de lancement depuis une semaine, le Starship sera mis sur orbite depuis Boca Chica pour la toute première fois. Avant cela, il faudra qu'il passe avec succès plusieurs tests et puis plus tard, SpaceX devra effectuer un allumage statique de ses moteurs. Alors, pour la première fois, les 33 moteurs Raptor de seconde génération montés à la base de Super Heavy pourront rugir ensemble. Ce sera une étape clé. Quant à la date de son premier vol orbital, SpaceX n'a pas donné de meilleure précision que dans quelques semaines. Elon Musk, lui, parle d'un lancement probable au mois de mars 2023. Dernière actualité du jour, lancement réussi pour Loft Orbital. Nous vous en parlions la semaine dernière. SpaceX a envoyé dans l'espace la charge utile d'une centaine d'entreprises en même temps. Et parmi toutes ces charges utiles, nous avions YAM5, le satellite de Loft Orbital. Un satellite partagé qui a atteint avec succès son orbite finale, hébergeant un RF Space Lab. Pour en parler, Anthony Hirsch, directeur radiofréquence et traitement du signal, est en ligne avec nous. Et nous allons pouvoir ensemble revenir sur le succès de ce lancement. Antonin, c'est un satellite partagé, YAM5. Qu'est-ce que ça veut dire déjà, technologiquement parlant ? Alors, technologiquement, donc c'est la base du business model de Loft Orbital. Donc, nous fournissons un service donc de covoiturage. C'est-à-dire que nous allons mutualiser plusieurs payloads sur un même satellite. Donc, le client va venir payer une sorte de ticket pour pouvoir accéder à ce satellite, qui va dépendre en réalité donc de la ressource qu'il va prendre au sein du satellite. Donc, ça peut être soit la masse, le volume, ou ça peut être des ressources telles que les ressources électriques, la puissance de calcul, ou encore les données à télécharger. Donc on a deux grands types de clients. Ça peut être soit des caméras qu'on va venir embarquer, soit plutôt des équipements radio. Et dans le cadre de Kineis et du RS Space Lab, on était plutôt dans ce deuxième cas,
où on a développé un laboratoire radiofréquence en orbite qui va permettre à Kineis et à Ternwave de pouvoir réaliser et de déployer un certain nombre de tests et de vérification d'applications radioélectriques, radiofréquences en orbite. À quoi peuvent servir ces tests concrètement? L'idée, c'est quoi? De permettre quoi aux entreprises qui volent avec vous? Alors, les tests radioélectriques qu'on va pouvoir faire de manière très concrète, ça va permettre de faire deux choses. Donc, la première chose, c'est qu'on va être capable de pouvoir capturer le signal radioélectrique depuis l'espace à partir d'une solution qu'on appelle SDR, Software Defined Radio, qui est totalement reprogrammable. Et on peut faire deux choses principales. On va pouvoir, par exemple, être capable de pouvoir faire des mesures de l'occupation du spectre radiofréquence depuis l'espace, qui va nous permettre de pouvoir caractériser la qualité de service qu'on va pouvoir atteindre, par exemple, pour un service Terre-Espace, pour l'Internet des objets, qui est exactement ce que veut faire Kineis. Une autre chose qu'on va pouvoir faire, aller un cran plus loin, c'est directement réaliser en fait de la démodulation en orbite. Donc on va pouvoir charger à bord de notre satellite des algorithmes, parce que c'est reprogrammable, et on va pouvoir essayer de tenter et valider la capacité de pouvoir faire ces traitements directement dans l'espace. Et c'est ce qu'on va faire pour une jeune start-up toulousaine qui s'appelle Ternwave. Qu'on a justement avec nous juste après cette séquence également avec Kineis en plateau. On va pouvoir parler de l'IoT spatial. Un dernier mot, Antonin, tant que vous êtes avec nous. Quels sont les enjeux pour Loft Orbital juste après ce lancement? Alors pour nous, on va avoir une année qui va être des années qui à venir qui vont être très chargées. On a 2 satellites qui vont être lancés à la fin de l'année prochaine. Et d'ici 2025, on va avoir plus de 20 satellites à lancer, dont notamment 2 constellations de 10 satellites. Donc Loft Orbital passe maintenant du statut de start-up à un statut de scale-up. Donc on va avoir des vraies problématiques maintenant et des challenges d'exécution et d'industrialisation. Donc beaucoup de choses très très passionnantes à venir. Un autre gros défi pour nous va être la croissance, la croissance humaine pour pouvoir accompagner ces activités. On est actuellement 150 au total et plus de 50 à Toulouse et on va continuer à grossir. Donc pour nous, il va falloir attirer l'ensemble des talents d'ingénierie européens et français. À la fois dans le monde du software, mais aussi du hardware aérospatial, car on combine ces deux mondes pour en tirer le meilleur pour le compte de nos clients. Merci beaucoup, Antonin Hirsch. Je rappelle que vous êtes directeur radiofréquence et traitement du signal chez la société Loft Orbital qui a réussi son lancement la semaine dernière. Comme promis, on va parler d'IoT spatial sur Bismart avec votre Space Talk. C'est parti. On se parle de l'IoT spatial, l'Internet des objets reliés directement à nos satellites dans l'espace. À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Et qui sont les acteurs qui portent ce nouveau marché? Toutes les réponses dans ce Space Talk aujourd'hui avec nos invités. En plateau, à mes côtés, Alexandre Tisserand, CEO de Kineis. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Nous avons aussi avec nous à distance Julie Duclerc, CEO de Ternwave. Bienvenue dans Smart Space pour la première fois, Julie. Bonjour et merci. Alors Alexandre, chez Kineis, vous développez une technologie pour connecter justement des objets à un réseau satellitaire. Est-ce que vous pouvez commencer par nous en dire 2 mots? Oui, bien sûr. Merci pour l'invitation déjà. Et donc Kineis, on est une start-up donc créée il y a quelques années qui permet grâce à un réseau satellitaire, un réseau de satellites, connecter tout un tas d'objets autour du monde. Et donc aujourd'hui, on a 9 satellites qui volent en orbite. On a quelques dizaines de milliers de terminaux qui sont connectés au système. C'est une couverture qui est complètement globale. Donc quand on dit global, c'est vraiment d'un pôle à un autre, au milieu des océans, des déserts, ça marche vraiment partout. Et aujourd'hui, on a ce système qui fonctionne et on va lancer à partir de la fin de l'année donc 25 nanosatellites qui vont renforcer très fortement cette première constellation. Pour en augmenter les performances, j'y reviendrai. Donc, techniquement, ça marche de manière assez simple, c'est-à-dire qu'on a des objets qui sont positionnés sur ce qu'on souhaite suivre. Donc typiquement, ça va être
pour des scientifiques un petit capteur de position sur les animaux qui veulent suivre pour étudier les migrations animales. On va parler d'une tortue, d'un ours polaire, d'une cigogne ou que sais-je. À peu près tous les animaux sont concernés. On va parler des pêcheurs pour lesquels les autorités de pêche mettent des balises sur les bateaux pour vérifier qu'ils n'ont pas dans les zones de pêche illégales. Et puis grâce à Kineis, parce que on va, avec cette nouvelle constellation, permettre d'augmenter la capacité et de réduire les coûts et donc les prix, avoir de nouveaux marchés dans la logistique, dans l'agriculture, etc. On va parler de tous ces secteurs porteurs pour l'IoT spatiale. Quant à vous, Julie Duclerc, quelle est la spécialité de Turnways ? Alors, Turnways a inventé et développé une technologie de rupture pour cette connectivité des objets dont parlait Alexandre par constellation satellitaire. Et en fait, cette technologie que l'on a développée, elle résout le problème de la limitation en capacité de ces réseaux. Pour faire simple et pour donner juste un chiffre, on prend souvent la référence au niveau mondial de SpaceX qui a racheté Swarm Technologies pour faire de l'IoT satellitaire, parce qu'ils ont effectivement bien compris les enjeux de l'IoT. C'est tout ce qui est big data, c'est posséder la data de tous les objets. Et aujourd'hui, si notre technologie leur permettrait en fait de supporter 300 fois plus d'objets par satellite que ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Donc, si vous pouvez supporter 300 fois plus d'objets, vous pouvez facturer 300 fois plus et donc diminuer drastiquement le coût de la donnée et augmenter significativement votre chiffre d'affaires. Et au-delà de ça, on a des performances aussi très avancées, très poussées sur la résistance au brouillage, aux interférences, et tout ça évidemment en consommant très peu d'énergie. On veut des objets qui puissent communiquer avec des satellites tout en ayant une autonomie de plusieurs années. Alors pourquoi il y a cette rencontre aujourd'hui entre l'IoT et le spatial ? Parce qu'après tout, l'IoT existait déjà comme un sujet phare de connectivité avant qu'on pense à le lier à des satellites. Oui, alors l'IoT existait. Alors nous, on vient vraiment d'un monde où on a commencé par de l'IoT spatial, un petit peu première génération, donc il y a quelques décennies avec le système Argos, qui était une coopération entre le CNES et la NASA. Mais de fait, d'un point de vue terrestre, en tout cas, l'IoT s'est beaucoup développé ces dernières années au niveau mondial. Et le fait est que, en fait, seulement 15% des réseaux, 15% de la surface du globe est couverte par des réseaux terrestres. Et donc, c'est très bien pour connecter votre frigo, votre vélo à la limite et encore, ou votre chien. Mais si vous voulez suivre un container qui traverse la planète, si vous voulez étudier des animaux dans les zones polaires, par exemple, évidemment, ça ne va pas marcher. Et donc, c'est là où le satellite, avec sa couverture absolument globale, permet de tout couvrir. Et alors, ce qui se passe, c'est que, Julie l'a très bien résumé, il y a un sujet évidemment de capacité, comme dans tout réseau, comme dans toute infrastructure. Plus vous pouvez mettre d'objets dans un même réseau, plus, comme le disait Julie, vous pouvez baisser les prix et en même temps augmenter le chiffre d'affaires. Et c'est exactement ce qu'on souhaite faire et ce vers quoi on va. On vient d'un monde où, comme je disais, on a quelques dizaines de milliers de terminaux qui sont connectés. Avec ce qu'on va lancer avec Kineis, on va plutôt passer dans les millions, voire dizaines de millions. Et justement, vous en parliez juste avant avec Antonin de Loft Orbital, sur YAM5 qui a été lancé le 3 janvier, on teste RF Space Lab avec Loft, Turnways et nous, évidemment, pour pouvoir tester ça dans les applications, pour justement expérimenter ces nouvelles technologies. Et si les résultats sont concluants, ce que j'espère évidemment, et tout ça est aujourd'hui très prometteur, ça va nous permettre justement de passer de millions, dizaines de millions à encore un facteur 10 ou 100 au-delà. Et ça, évidemment, c'est absolument clé en termes de technologie pour pouvoir déployer massivement l'IoT. Mais Julie, qu'est-ce que ça va concerner ? Parce que là, on a des exemples assez forts. On parle de la biodiversité qui peut être en danger et qu'il faut surveiller. On parle du maritime aussi, par exemple. Dans la vie de tous les jours, est-ce que ça nous concerne, nous ? Alors, ça concerne absolument tout le monde. Et puis là, alors en fait, on parle de effectivement
de petits capteurs, par exemple en agriculture, où vous allez détecter le niveau d'humidité pour vraiment arroser que lorsque c'est nécessaire, pour contribuer notamment à tout ce qui est environnement durable. Ça peut être, comme a dit Alexandre, et c'est un énorme cas d'usage, tout ce qui est traqué en fait ce qu'on appelle du matériel. Donc ça peut être un container, ça peut être des flottes de véhicules. Il y a on veut aussi monitorer tout ce qui est bateau, tout ce qui est au niveau aviation. Et il y a un gros secteur qui est en pleine explosion. Alors c'est un secteur auquel nous on avait pensé très tôt parce qu'on vient du monde des smartphones. Nos clients à l'époque c'était Apple ou Samsung. Et en fait il y a un gros marché. L'IoT, en fait c'est tous les objets. Un objet ça peut être un petit capteur d'agriculture à un avion. Et ça peut être aussi un smartphone. Et en ce moment, on assiste à une course effrénée depuis quelques mois où toutes les annonces sont faites. Il y a Apple en août qui a fait une annonce où il disait voilà, on peut faire des messages d'urgence où que vous soyez en utilisant les constellations satellitaires, et ils ont fait un partenariat là avec Globalstar. Il y a SpaceX qui a fait une annonce similaire avec T-Mobile. La semaine du CES, donc il y a 2 semaines, Qualcomm a fait une annonce de partenariat avec Iridium. Donc il y a un marché énorme aussi pour faire de la messagerie partout. Vous faites une rando, vous avez un souci, vous voulez pouvoir envoyer un message d'urgence. Les constellations direct to phone, on appelle ça, c'est un sujet qui monte. Donc on voit qu'il y a énormément de secteurs en fait, qui peuvent être concernés par le potentiel des technologies que vous proposez aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et donc on a évoqué un certain nombre de secteurs, et comme l'agriculture, comme aussi le monitoring des infrastructures. Nous travaillons beaucoup avec des compagnies industrielles qui ont des sites tout autour du monde, qui ont besoin de surveiller des sites, qui ont besoin de suivre des assets qui naviguent entre les sites. Donc effectivement, ça c'est des secteurs qui se développent bien. Technologiquement, il y a un vrai besoin. On parle de différents secteurs, différentes applications. Ça veut dire interopérabilité ? Oui, alors la vraie interopérabilité, elle va être sur le device, sur le terminal. C'est-à-dire que l'avantage du satellite, c'est qu'on a la même techno qui fonctionne partout, à la différence de réseaux terrestres où parfois il faut quand même faire un peu de roaming, même si on va vers des technos qui permettent d'améliorer ça. Mais le satellite, vraiment, ça marche de la même manière partout. Donc ça, c'est très intéressant, évidemment. Ce qu'il y a, c'est que le terminal, il va dépendre du cas d'usage. C'est-à-dire que vous n'allez pas suivre un petit coucou de 100 grammes comme vous allez suivre un container, un ours polaire ou un bateau de pêche. Les besoins ne vont pas être les mêmes sur le capteur, les besoins en autonomie, les besoins en information que vous remontez, vous n'allez pas mettre les mêmes capteurs à l'intérieur. Et donc typiquement, voilà, le petit coucou, les scientifiques, ils utilisent une batterie très petite, en tout cas un device qui est très petit, qui fait la moitié d'un pouce, qui fait quelques grammes, qui dure plusieurs années. Là où sur un container ou sur un asset un peu plus gros, vous avez la place de mettre quelque chose qui a davantage de batterie, qui est peut-être moins poussé technologiquement en miniaturisation, mais qui va être moins cher. Exactement. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est chez Kinéis, on n'est pas constructeur d'objets parce qu'il y a à peu près autant d'objets que de cas d'usage. Par contre, on a tout un écosystème de partenaires qu'on a réunis d'ailleurs en décembre dernier à Toulouse. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un peu le dénominateur commun. Si vous voulez, on fait le module. Donc c'est ce que j'ai dans les mains là. Voilà, ça fait 2 cm par 3. Et on prend ça, on l'intègre avec une batterie, quelques capteurs. Et une antenne et une petite boîte, et ça fait un objet qui connecte directement au satellite. Donc après, vous faites la forme que vous voulez, les capteurs que vous voulez, et vous dimensionnez avec la taille de la batterie que vous voulez pour assurer l'autonomie, pour ajouter des panneaux solaires, etc. Et c'est là-dessus que vraiment beaucoup de choses se jouent, parce qu'à la fin, le client, lui, ce qu'il voit, c'est un terminal et une donnée. Quelque part, peu importe par où ça passe par satellite, c'est très bien, c'est fascinant, mais aussi bien si le réseau terrestre couvrait toute la Terre, il aurait le même device et ça lui irait tout autant. Et donc c'est vraiment très important de se focaliser sur cette partie terminal et device, parce que c'est là qu'à la fin, ça va se jouer en termes de relations clients. C'est aussi un gros focus pour Turnways, technologiquement parlant, cette question de terminal, cette question d'interopérabilité. Oui, clairement. Et juste précédemment, là, dans l'interview avec Loftorbital, ils ont présenté en fait quelque chose qui est majeur pour l'interopérabilité des technologies, quelles que soient les constellations satellitaires. Ce que l'on voit, c'est que les charges des satellites, donc là où ce qui va permettre de communiquer aux satellites, tout le monde bascule sur des charges reprogrammables. Donc en fait, on peut porter
notre technologie sur des satellites qui sont même déjà en orbite sans avoir aucun changement à faire. On fait ce qu'on appelle un upgrade over the air. Autre enjeu, la baisse des coûts. On parle de miniaturisation dans ce cas précis. Et ça, c'est indispensable aujourd'hui dans un modèle de New Space. Pour voir l'IoT spatial se développer, la baisse des coûts va être un facteur clé de réussite dans tous les secteurs. Oui, bien sûr. Mais ça, d'une manière générale, baisser les coûts, c'est toujours intéressant. Ça permet d'augmenter la marge ou de baisser les prix. Mais est-ce que ça doit être l'objectif pour toutes les cibles ? Oui, en tout cas, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé d'un système avec des satellites qui font la taille d'une voiture ou d'un gros frigo à des satellites qui font la taille d'une boîte à chaussures. Ils font 30 kilos, ceux qu'on lance. Ça reste nos satellites, ceux qu'on va lancer. Demain, ou après-demain plus exactement, dans quelques années, le jour où on va relancer des satellites pour compléter notre constellation ou tester de nouvelles technologies à partir de ce qu'on commence à faire déjà là, il n'est pas dit qu'on fera ça sur nos satellites à nous. Peut-être qu'ils seront quand même à nous, mais ils seront plus petits. Peut-être aussi qu'ils seront partagés avec d'autres, vraiment en mode satellite as a service. C'est vraiment ce que fait Loft Orbital, ce qu'on a fait avec IM5 là, ce qu'ils ont fait, mais nous avec eux, c'est qu'on a pu, en l'espace d'un an, donc 12 mois, partir d'une idée, déposer un projet. On a été soutenu par la région Occitanie et par le CNES. Et 12 mois plus tard, on a un satellite en l'air avec, comme le dit Julie, une charge utile reprogrammable sur laquelle on peut tester des algos, recompiler des choses, relancer et faire des upgrades à distance. Et ça, c'est complètement nouveau. C'est-à-dire qu'on pouvait reprogrammer un peu des satellites avant. C'est pas, tout n'est pas blanc ou noir. Mais enfin, là, on a quand même une capacité de test et d'agilité qui n'existait pas avant. Mais cette accélération est assez impressionnante. Il y a 3 ans, on parlait de l'IoT spatial au futur. Aujourd'hui, vous avez tous les deux déjà une présence dans l'espace pour tester vos technologies. Comment vous expliquez, Julie, ce bond en avant ? Et est-ce que l'idée, c'est bien sûr d'être le primo-arrivant sur ce marché ? Ou est-ce qu'on part encore de ça ? Est-ce qu'on n'en est pas déjà à la phase 2 ? Je pense qu'on est déjà à la phase 2 parce que des acteurs comme Kineis ont permis déjà de réduire drastiquement le coût de la data IoT, et ce qui leur permet d'avoir ce positionnement sur le marché. Là, en fait, on va arriver avec des technologies comme les nôtres, on va probablement pouvoir diviser par 100 le coût de la data, ce qui est très important pour permettre de déployer un certain nombre de marchés, comme on en discutait ensemble la semaine dernière, les marchés automobiles. Avant, il y avait la question le premier entrant avait un avantage parce que vous ne pouvez plus modifier, notamment sur les satellites géostationnaires à l'époque, vous ne pouvez plus modifier la technologie, elle était embarquée lorsque le satellite était lancé. Et là, avec le New Space, tous les acteurs partent sur des satellites qui sont reprogrammables. Donc, historiquement, l'avantage du premier entrant y était. Maintenant, c'est l'avantage à la solution la plus compétitive pour offrir des services les plus compétitifs. On parle beaucoup de data depuis le début de cette conversation. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pousser aussi au niveau de la réglementation ? Quel rôle vous allez jouer en tant qu'acteur de l'IoT spatial dans la réglementation des data au niveau européen ? Est-ce que ça vous concerne directement ? Alors en fait, il existe déjà des réglementations, comme le RGPD au niveau européen. Donc tout ça est quand même assez bien encadré de notre point de vue, en tout cas sur la partie purement data. Quelque part, nous on se situe comme un opérateur télécom, un Orange, un SFR, qui déploie et qui gère de la donnée. Donc je ne pense pas qu'en termes de réglementation sur cette partie-là, on ait grand-chose à pousser. En tout cas, rien de différent qu'un opérateur télécom terrestre. Alors où est-ce que ça pourrait pêcher en termes de réglementation ? Alors par contre, là où on essaye on pousse un petit peu, mais il y a des plus gros acteurs que nous qui le font, c'est sur la partie spatiale justement, puisque on lance nous 25 satellites, donc on est assez sobre, je dirais, dans notre approche du sujet. Quand on voit Elon Musk qui, à l'inverse, va lancer des dizaines de milliers de satellites. Objectif 40 000. Voilà, là se pose quand même la question assez cruciale de comment est-ce qu'on s'assure qu'en orbite basse, il n'y ait pas de collision, que le sujet de l'organisation spatiale de l'espace géographique fonctionne. Et donc, évidemment, au sol, on a l'exemple de l'aérien où on a dû réguler, évidemment. Mais dans l'espace, les sujets ne sont pas tout à fait les mêmes parce que l'agilité des satellites est moindre. Et en tout cas, il est absolument impératif de s'assurer que l'espace reste un espace sain dans lequel on peut
trouver autre chose que des débris, quoi. Oui, évidemment. Julie, chez Ternway, c'est aussi un sujet important, cette question de la réglementation. Qu'est-ce qui pourrait coincer de votre côté pour développer encore un peu plus votre technologie ? Alors en fait, je pense que la problématique que vient de soulever Alexandre est vraiment la problématique qui est travaillée, qui est discutée entre les différents pays, qui est comment gérer justement ces constellations énormes et puis la multiplicité de ces constellations et tous les risques de collision associés. Et justement, pour nous, ce qui va amener à ces réglementations joue en faveur de notre technologie parce que notre objectif est de pouvoir supporter 300 fois plus d'objets avec un satellite. Donc, vous pourriez, aujourd'hui, il y a cette multiplication du nombre de satellites pour pouvoir supporter plus d'objets. Mais si d'un coup, par satellite, vous pouvez en supporter plus, vous pouvez réduire drastiquement le nombre de satellites de votre constellation pour offrir les services souhaités. En termes de financement, ce sera peut-être le dernier mot de cet échange. Est-ce que l'IoT spatiale est reconnue pour son potentiel ? Est-ce que vous arrivez à développer tous les deux ? Vous êtes à différents stades de vos activités, vos entreprises dans un secteur aussi concurrentiel avec suffisamment de financement ? Alors nous, on a eu la chance de lever 100 millions d'euros il y a 3 ans auprès d'acteurs publics et privés, ce qui nous permet de financer l'intégralité de la constellation et donc le démarrage des opérations. Donc clairement, en tout cas, il y a 3 ans, on a trouvé de quoi convaincre du potentiel. Ce qui était déjà très tôt en réalité. Tout à fait. Convaincre les investisseurs sur un sujet spatial il y a 3 ans, c'est toujours un challenge aujourd'hui. Oui, non, c'était assez historique comme levée. Depuis, il y en a eu d'autres et c'est très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, le financement est aussi accessible ? Je vais plutôt laisser la parole à Julie, parce que je ne me suis pas confronté, moi, avec Kinéis, au marché du financement. Alors, j'entends plein de choses sur le fait que c'est plus difficile que l'année dernière. Bon. Donc, je ne me permettrai pas de faire des conjectures, mais peut-être que Julie a un avis sur le sujet. Est-ce que les investisseurs sont intéressés par le sujet de l'IoT spatial, Julie ? Oui, alors... Nous, ce qu'on voit, c'est effectivement à peu près tous les 2 jours un VC qui nous contacte. Alors, on a une problématique un peu différente d'autres startups qui sont sur les lanceurs et où il y a des investissements matériels très conséquents. Nous, on voit une technologie de connectivité sous forme logicielle. Donc, en termes de financement, aujourd'hui, on est déjà rentable. Donc on est un peu à part. On s'est mis sur un business model très proche de ce que fait l'américain Qualcomm, qu'on connaissait très bien. Et du coup, on est très scalable. Et après, en termes de marché, le marché, alors c'est intéressant parce que justement hier, l'Agence spatiale européenne avait demandé à Euroconsult de faire une analyse du marché. Et ils ont présenté justement leur vision du marché pour l'IoT satellitaire. Et ce qu'ils présentaient, c'était un marché à plus de 2 milliards de dollars dans les années d'ici 2-3 ans, quoi. Ce sera le chiffre pour terminer, un marché à 2 milliards de dollars d'ici 3 ans. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smart Space. Julie Duclerc, je rappelle que vous êtes CEO de Ternway et vous, Alexandre Tisserand, CEO de Kinéis. On se retrouve, quant à nous, dès la semaine prochaine sur Bismart. Merci.